Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous accueillons ce soir un couple, une fois n'est pas coutume, Isabelle et Diego Smagnotto. Diego Smagnotto est artiste peintre et il expose jusqu'au 14 juillet à la Fondation Bolla à Bienne. Diego Smagnotto, bonsoir. Bonsoir. Alors cette exposition, de quoi s'agit-il? Alors je profite de la magie des lieux que représente la Fondation Bolla pour exposer une centaine de mes œuvres. Et là, je mets les trois techniques de prédilection que j'utilise. La première, c'est de la peinture à l'huile sur toile. La deuxième, ce sont des lavis, une technique mixte qui mélange le crayon et les encres de couleur. Et enfin, une technique qui m'est personnelle, c'est de la peinture à l'huile sur marbre et faïence. Alors ces toiles, enfin, on va voir quelques-unes apparaître sur l'écran. Et nous aimerions beaucoup que vous les décriviez un petit peu, que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Alors la première va apparaître tantôt, il s'agit d'un torse d'homme sur fond comme ça de marbre. Je ne sais pas quelle est la technique que vous avez utilisée. Alors là, c'est une technique qui fait intervenir différentes couleurs. Le principe, c'est une huile sur toile augmentée de cuivre liquide, une peinture métallisée. À signaler que ces sujets sur toile sont peints à même avec les doigts, c'est-à-dire que le pinceau n'intervient pas. Alors ça me permet d'avoir une gestuelle qui me permet de maîtriser la grandeur et la position, l'harmonie, la force du tableau. C'est en quelque sorte un acte physique que vous faites un petit peu avec la toile, pour ne pas dire un acte d'amour peut-être, ou de haine, qui sait? Ah non, de haine, jamais. D'amour, certainement. Oui, c'est-à-dire c'est une manière de maîtriser ces grandes surfaces, de ne pas travailler en aplat, mais au contraire de donner une profondeur et une dynamique. Et les fonds étant faits au préalable, le sujet étant peint sous forme de glacis en superposition, il s'agit de trouver un mouvement qui dynamise le tout. Comme on vient de le voir, vous peignez tant des figures masculines que féminines. Est-ce que tout cela se fait de façon instinctive ou est-ce qu'il y a un choix qui se fait au préalable? Alors le choix était pendant de longues années de peindre que des nus féminins. Et le nu masculin s'est imposé peu à peu. Il a fallu quand même que je prenne un certain recul et j'ai eu la chance de pouvoir dessiner le danseur étoile Patrick Dupont, qui était en fait la première toile masculine que j'ai faite. Et j'ai constaté qu'il y avait une magie du corps qu'on retrouvait chez l'homme également. Patrick Dupont, est-ce qu'il est venu poser pour vous? Non, non, il n'a pas posé pour moi, c'est-à-dire que j'étais en admiration devant cette gestuelle que représentait la danse, et lui-même avait une façon de se tenir qui a fait que j'ai même pas eu besoin de peindre le visage. Sa façon de se poser était typique et engendrait chez moi une vision de l'homme qui était, en fin de compte, de saisir les lignes de force. C'était ça, principalement l'atout majeur, en fait, de pouvoir peindre des parties masculines. Vous dites, je n'ai même pas eu besoin de peindre son visage. De manière générale, on ne voit pas les visages sur vos toiles. Pourquoi? C'est-à-dire que je me concentre sur certaines parties de corps. Elles ne sont pas complètement absentes, mais en fait, c'est plutôt l'homme universel ou la femme universelle qui m'intéresse. Alors d'y rajouter un visage, on tombe assez facilement dans les clichés. Moi, je préfère me concentrer sur des parties de corps qui, pour moi, sont très parlantes, qui sont les bustes, qui sont des parties qui expriment beaucoup plus que si on met un visage. Un visage, ça va dépendre du critère de beauté. On aime ou on n'aime pas ce type de visage. Tandis qu'un corps, on peut le travailler, on peut donner une certaine ligne de force, on peut jouer sur les parties lumineuses et les parties à l'ombre. Donc là, on arrive à un tableau qui est très parlant sans que le visage soit présent. Le corps universel, est-ce que ça a des références peut-être mythologiques également? Est-ce que vous vous référez à un idéal humain? Énormément, énormément. C'est-à-dire qu'une de mes premières toiles à l'huile s'appelait Ostia Antica. C'est une sculpture que j'avais vue dans le port de Rome, à Ostie. Et l'idée m'est venue gentiment de faire le lien entre ce que les Grecs et les Romains nous ont laissé comme héritage et de faire une superposition avec des personnages contemporains, ce qui me permettait de jouer avec le passé et le présent. Isabelle Smagnotto, au fil des ans, j'imagine que ça fait plusieurs décennies que vous côtoyez votre mari, comment est-ce que son œuvre a-t-elle évolué? Eh bien, écoutez, je pense qu'elle a subi, avec le fil du temps, beaucoup plus de liberté. Il a été très longtemps, dans le fond, dans des scènes plus oniriques. Mais je dois dire, sa constante, ça a été toujours l'harmonie, la proportion et la beauté. Et je dois dire que l'école de l'apollonisme est née de cette continuité-là. C'est-à-dire que nous avions envie, à quelque part, de montrer qu'il y avait
c'est vrai, tout ce que nous avons vu sur l'art de l'écorchement, enfin de la violence, enfin tous les actionnistes viennois qui avaient une façon tout à fait personnelle et que qui est tout à fait que je reconnais, mais enfin, on s'est dit qu'il y avait une autre réalité. Et c'est cette autre réalité qu'on avait envie de faire partager. Et puis, l'idée de partage, qui dit école, dit élève. Juste pour revenir à cette école, parce que peut-être pour les téléspectateurs, c'est un petit peu difficile de faire le lien entre les œuvres de, de M. Smanioto et l'école de l'apollonisme. Alors, expliquez-nous peut-être d'où ça vient, simplement, ce que c'est. Voilà, alors, si vous voulez, confirmer un petit peu ce qui a été fait depuis 30 ans, on s'est dit que, vous savez, on n'a rien cherché, on n'a rien imposé. Avec l'expérience de vie, on laisse plutôt les choses venir à nous. Et c'est un petit peu ce qui s'est fait avec cette école de l'apollonisme. Ce terme est né d'une manière, en fait, c'est très difficile de dire comment elle est née. C'est surtout plus facile de pouvoir expliquer quel est le message. Et c'est justement cette possibilité d'avoir une autre vision du monde. Et ça a été quand même beaucoup occulté. Tout ce qui a concerné la beauté, on l'a mis de côté. C'était plus à la mode. Et Diego a continué sur sa lancée, mode ou pas mode. Et on avait envie, en fait, de donner à la jeunesse aussi cette vision de l'esthétique, la science du beau. Parce que on sait maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des amorçages conceptuels qui se font à la vue des images, à la vue des mots. Et Cyrulnik l'explique très bien dans différents articles. Et on avait envie de donner une autre empreinte, l'empreinte du beau. Et à cet effet-là, les élèves ont été invités pour suivre des cours donnés par l'artiste avec cette vision-là. Et c'est ça, dans le fond, le message de l'école de l'apollonisme, c'est ça. Vous citez Boris Cyrulnik, donc votre démarche a quelque chose de très psy également, non?